Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra sur une signature très attendue qui s'est déroulée hier. La convention sanitaire Mozart va permettre aux patients de ne plus tenir compte de la frontière pour les urgences cardiologiques et neurochirurgicales. Une de nos invitées y a d'ailleurs assisté, Nicole Müller-Becker, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez hier à Forbach pour cette signature en tant que vice-présidente de la région Grand Est. Ceci dit, aujourd'hui, vous êtes quand même là plus spécifiquement pour votre autre casquette en tant qu'adjointe au maire de Sarreguemines pour nous dévoiler le programme de la Saint-Paul. Tout à fait, merci de l'invitation. Sandrine donnerait la parole aux internautes. Coucou. Coucou. Et puis en deuxième partie d'émission, on fera aussi le point sur le Saint-Augustin. On a le maire de Bitche qui est là pour en parler, Gérard Imbert. Bonjour. Bonjour. Les derniers espoirs côté investissement chinois sont tombés à l'eau avec la liquidation de la société Tétis. Le mandataire judiciaire fera le point sur la situation. Bernard Lotte, bonjour. Bonjour. Je vais pas vous donner la parole tout de suite, mais je vous remercie déjà tous de participer à cette émission. On va commencer en duplex dans les locaux de la CAF à Sarreguemines. Bonjour Marie. Bonjour. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi ce déménagement de la CAF aux 4 rues de l'école. Alors la maison de maître qui était située rue des Généraux-Crémer n'était tout simplement plus adaptée à l'accueil du public. La CAF l'avait acquise en 1995 et le rez-de-chaussée de seulement 82 mètres carrés n'était plus adapté. On ne pouvait pas segmenter les espaces avec par exemple un pôle multimédia. Et puis les bureaux où travaillaient plutôt les travailleurs sociaux n'étaient lui non plus adaptés parce qu'il était surdimensionné. Il y avait pas mal d'espaces vides. Alors ceci a expliqué le déménagement de la CAF dans les locaux de la CPAM qui sont gracieusement mis à disposition via une convention. Nous étions ce matin sur place pour l'ouverture. On voit ça un tout petit peu plus tard dans le journal. Merci Marie pour tes explications. Merci à Uranie aussi pour les moyens techniques. Et effectivement, on va donc retourner à la CAF dans quelques instants, juste après le tour d'horizon de l'info en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Une convention pour effacer la frontière entre les établissements de santé français et allemands. La convention sanitaire Mozart a été signée hier. Elle concerne dans un premier temps la cardiologie et la neurologie. Le périmètre de la convention intègre les établissements de Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold et Frémin-Merlebach du côté français et de Saarbrück et Völklingen du côté allemand. La grève à Smartville ne fait pas l'unanimité. Des salariés de Smart et des sous-traitants se mobilisent contre les syndicats et les grévistes. Ils ont mis en place une pétition pour demander la fin du mouvement social en cours. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à 14h15 à la porte 1 de Smart pour ceux qui en ont assez de ne pas pouvoir travailler. 11 annulations de fermetures de classes, 7 ouvertures et 5 fermetures en Moselle. L'annonce de la carte scolaire de l'inspection académique s'est déroulée hier. Dans notre secteur, 2 classes sont sauvées, à l'école élémentaire Maud-Fontenoy de Sarreguemines et à l'école maternelle Les Chenilles de Hambach. La CAF de Sarreguemines a déménagé. Les allocataires sont accueillis dès aujourd'hui dans les locaux de la CPAM rue de l'École. Un gros changement pour le public et les travailleurs sociaux. Ils passent d'un espace de 82 à 230 mètres carrés. Les horaires d'ouverture restent les mêmes, les lundis et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. 80% des apprentis trouvent un emploi à la fin de leur formation. C'est un constat qu'a établi la mission locale de Sarreguemines. C'est pourquoi elle organise des journées de l'information autour de l'alternance. Les jeunes peuvent rencontrer des professionnels de différents secteurs, comme l'industrie, le transport ou la logistique. Et les échanges débouchent parfois sur un contrat. Prochaine séance autour des métiers du commerce et des services, ce jeudi de 14h à 16h30. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. Et pour les infos côté météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
J'espère que vous n'avez pas rangé trop loin vos parapluies parce que le mauvais temps sera de retour déjà dès demain. Et il ne faudra pas vous fier aux éclaircies qui seront encore présentes en début de journée parce que le ciel va rapidement se couvrir. Les averses débuteront en fin de matinée et pourront même prendre un caractère orageux pour le reste de la journée. Côté température, il fera lourd avec des minimales qui iront de 12 à 13 degrés et des maximales de 24 à 26 degrés. Demain, nous serons le vendredi 14 juin et nous fêtons les Élysées. Le soleil se lèvera à 5h26 pour se coucher à 21h37. Et méfiez-vous parce que nous ne serons certainement pas les seuls à vouloir nous protéger de la pluie. Même les criquets pourront tenter de venir vous tenir compagnie. Merci à Antoinette Rumpler pour cette photo et si vous aussi vous souhaitez nous en envoyer, écrivez-nous par mail ou alors sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. On retourne dans les nouveaux locaux de la CAF à Sarreguemines. Il n'y a pas eu de rupture de service pour les allocataires, mais il y a eu une vraie rupture avec l'ancien local, rue des Généraux Crémer. Ambiance lors de l'ouverture ce matin avec Marie Luff et Uranie Tozic. Ouverture de l'antenne CAF de Sarreguemines en contrebas de la CPAM. Ressenti des allocataires qui découvrent ce nouvel espace. Alors déjà, très spacieux. Et bon, c'est la première fois que je viens, forcément, puisqu'il a ouvert aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre pour passer chez un conseiller. Impossible de ne pas comparer avec l'ancien local. Là-bas c'était petit, on était entassés, même le niveau accueil, quoi. On se retrouvait sur le trottoir parce que les gens venaient, il y avait tellement de monde que la queue se faisait sur le trottoir, quoi. Que là ça va, c'est plus grand, c'est mieux. D'ailleurs, ces 230 mètres carrés ont été aménagés pour mieux gérer le flux. Un espace numérique accessible en libre service pour notamment les prestations CAF ou les changements de situation. Des agents accueillent le public pour les démarches les plus simples, soit 70% des démarches environ, mais aussi pour les dossiers plus complexes. Je préfère venir ici et comme ça on peut, les conseillers ils sont là pour vous aider dans vos démarches, c'est mieux qu'au téléphone ou pas en ligne. L'objectif est néanmoins d'autonomiser les allocataires en les familiarisant avec l'outil numérique. Cet espace n'existait pas dans l'ancien local. Un aménagement qui devrait aussi éviter les tensions. Alors, il faudra voir sur le long terme, mais je pense que de manière générale, forcément, c'est vu que c'est plus lumineux, que c'est plus agréable, qu'il y a plus d'espace, que les gens peut-être se sentent mieux accueillis aussi en face à face, vu que l'espace est moins restreint, que les autres personnes vont moins entendre leur dossier, etc. Juste pour une question de confidentialité, par exemple. Déjà, rien que ça peut aider, oui, je pense. Mais il y a déjà des critiques. Ce nouvel accueil est très bien, qui se conviendra bien, qui travaille toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'antenne CAF restera ouverte seulement 2 jours par semaine. Rien n'est figé dans le marbre, mais la direction l'affirme, cela correspond actuellement à la demande. On est maintenant en liaison avec Christine Dévé, responsable du pôle Relations Services, dont le travail consiste notamment à adapter les moyens au flux de personnes. Bonjour. Bonjour. On vient de l'entendre dans le reportage. Pourquoi une ouverture seulement 2 jours par semaine ? Nous n'avons pas changé notre volume d'ouverture. En fait, il est adapté au flux de fréquentation de l'antenne de Sarreguemines. En 2018, nous avons reçu 13 276 allocataires, comparativement à Forbach, qui n'est pas très éloigné. Nous sommes ouverts 3 jours par semaine et en 2018, nous avons reçu 40 869 allocataires. D'accord, donc effectivement, ce n'était pas forcément justifié. L'espace numérique est, lui, totalement nouveau. Pourtant, oui. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de foyers qui ont accès à Internet. Est-ce que ça restait malgré tout nécessaire spécifiquement pour les allocataires de la CAF ? Alors c'est plus que nécessaire, c'est la nouvelle façon de communiquer avec la CAF que nous devons vraiment développer, accompagner nos allocataires dans l'usage des téléservices et des procédures par Internet. L'espace numérique dédié sert notamment à réassurer les personnes qui sont déjà autonomes dans l'usage de l'outil, mais qui pourraient avoir un doute lorsqu'ils font une procédure. Donc nos agents sont à côté d'eux et peuvent les aider, les rassurer. Et puis c'est également l'occasion d'accompagner les personnes plus éloignées du numérique dans l'utilisation de cet outil.
Alors, dans le reportage, dans les images qu'on voit depuis tout à l'heure, on a vu les agents en train justement d'accueillir les gens et de traiter les dossiers, mais ils traitent aussi les demandes numériques et téléphoniques depuis le siège à Metz. Est-ce que c'était important, en parallèle du siège de Metz, de conserver un accueil de proximité parce qu'à l'heure où de nombreux services ferment, quelle est la position de la CAF avec cet aménagement de nouveaux locaux? On peut se dire que c'est bon, on maintient un accueil de proximité quoi qu'il arrive? Oui, ça nous paraît vraiment essentiel. Notre public a besoin de contact. Alors, certes, nous sommes joignables par téléphone, nous sommes joignables par mail également, mais un contact physique reste bien souvent la meilleure solution pour une part de nos allocataires. C'est pour ça que nous avons gardé un maillage fort. Nous sommes présents sur Sarreguemines, sur Forbach, mais également sur Sarrebourg et bien ailleurs dans le département. Nous sommes également partenaires des maisons de services au public, le tout restant de demeurer une administration proche de ses administrés, de ses allocataires. Merci beaucoup Christine Dévé, merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. On va maintenant parler d'une grande avancée en termes de santé. Les frontières s'effacent entre les hôpitaux français et allemands. Après une collaboration entre le centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach et la clinique de Völklingen, la convention Mozart s'étend. Un habitant de Moselle-Est pourra désormais être pris en charge dans un centre de soins en Sarre et inversement, sans accord préalable de l'assurance maladie. Une révolution pour la médecine et bien sûr pour les patients. Retour sur cette signature dans ce reportage de Thomas Drouin, Mélissa Clemens et Marie-Morgane Lorenz. Devoir parcourir de nombreux kilomètres pour être prise en charge dans un hôpital adapté, c'est la situation à laquelle la convention Mozart souhaite mettre fin. Cette convention sanitaire transfrontalière a été signée hier à Forbach en présence de la ministre de la Santé de la Sarre et du directeur de l'ARS Grand Est. Une signature qui s'est longtemps fait attendre. On voulait entretenir cette amitié franco-allemande qui se porte bien à petite échelle, mais dans l'administration, c'est toujours compliqué. Il a fallu expliquer beaucoup de choses, comment le patient sera pris en charge, le coût, comment ce sera facturé, et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Un travail de longue haleine qui aura duré 7 ans. De nombreux blocages administratifs ont été supprimés par cet accord. On peut permettre à des Français ou à des Allemands d'accéder au système de soins de l'autre côté de la frontière sans formalité préalable. Donc ça veut dire qu'on peut faciliter l'accès à des soins de qualité, à proximité, tout en ayant accès à un système allemand ou français, donc étranger. Il devrait aussi être élargi à la médecine nucléaire qui n'a pas d'équivalent en Proche-Sarre. Cela devrait être mis en place à l'automne, une belle opportunité pour le maire de Sarreguemines et président du conseil d'administration de l'hôpital Robert Pax. Et il n'y a pas de difficulté de langue. Et les médecins nucléaristes que nous avons à Sarreguemines, avec peut-être le recrutement demain d'autres, notamment aussi des oncologues, permettra à ce service de bien fonctionner et de donner encore davantage d'attractivité à l'hôpital de Sarreguemines. D'autres étapes seront aussi à prévoir, notamment du côté de la formation des professionnels de la santé. C'est quelque chose qui va découler naturellement de l'intensification des échanges entre les hôpitaux allemands et français. Et je précise tout de suite que dans le cadre de l'Eurodistrict, notre idée c'est de pas simplement faire la coopération entre les hôpitaux, mais aussi entre les médecins de ville, d'imaginer ce qu'on appelle en France des maisons de santé pluriprofessionnelles qui intégreraient des soignants français et allemands. La convention Mozart permet aussi de montrer l'exemple. Ce modèle tend à être copié dans le Grand Est et pourrait inspirer d'autres domaines transfrontaliers. Nicole Müller-Becker, cette signature, si on devait résumer cette avancée en un seul mot, ça serait enfin ? Effectivement, enfin, après 7 ans de travaux, de concertation, cette signature est un moment fort pour l'Est mosellan et notamment pour nos patients, parce qu'ils vont pouvoir, cette coopération transfrontalière en matière de soins qu'on voulait depuis si longtemps, a été signée hier. Ça permettra à nos patients justement de se faire soigner et de l'autre côté de la frontière. Et il n'y a plus de frontières, c'est ce qui a été dit. Et le problème de la langue ne l'est plus non plus, parce que nous avons cette possibilité entre médecins de se comprendre, entre infirmiers. C'est ce que nous faisons dans le cadre du nouvel IFSI que nous allons mettre en place. Il y a bien évidemment cette collaboration, déjà ce partenariat en matière de soins infirmiers, mais là on est
une étape supplémentaire. Et il faut saluer tout le travail de l'Eurodistrict, bien évidemment. Et enfin, alors ceci dit, je le disais en début d'émission, vous avez la double casquette ville et région, mais aujourd'hui vous êtes surtout là en tant qu'adjointe au maire de Sarreguemines, parce que le grand rendez-vous annuel à Sarreguemines, c'est la Saint-Paul, coup d'envoi dans 2 semaines, et comme l'an dernier, elle commencera dès le vendredi soir. Alors le 28 juin, quel sera le programme ? Ce festival des arts de rue, et qui commence sur 3 jours, ne l'oublions pas, 28e festival, commence le vendredi effectivement, parce que nous estimons qu'il faut qu'on grappille un peu plus de temps. C'est la 2e année que nous le faisons le vendredi soir. Une inauguration à 18h place du marché. Tous les citoyens sont invités. Et nous faisons 2 belles déambulations musicales le soir, le vendredi soir, pour permettre aux gens déjà de se mettre en mouvement pour ce festival des arts de rue. Et de se mettre dans l'ambiance. Alors les spectacles vont se succéder le samedi et le dimanche. Il y a des artistes locaux, il y en a d'autres qui viennent de loin, voire de très très loin, parce qu'il y a par exemple Strong Lady, elle est carrément australienne. Vous, personnellement, quels sont vos coups de cœur ? Moi, ce festival que nous faisons que nous organisons avec une direction artistique, avec le service culturel de la ville de Sarreguemines, nous essayons de ramener une vingtaine de compagnies durant ce week-end, plus de 150 artistes. Moi, j'ai toujours des coups de cœur pour certains artistes, et notamment, bien évidemment, pour le spectacle du samedi soir, qui va être grandiose, puisqu'il a cette particularité d'avoir des moments très forts sur la place du parking devant l'hôtel de ville, avec des artistes internationaux là qui sont présents. Et puis on a des artistes aussi locaux qu'on peut redécouvrir. Et les déambulations sont des moments forts parce qu'ils font partager une émotion, font vibrer tous ces spectateurs, tous ces gens qui viennent sur Sarreguemines durant ce week-end-là. Et je crois qu'il y a pour tous les publics des artistes qui sont à découvrir, qui sont à revoir, parce que certaines compagnies sont déjà venues, mais avec des nouveaux spectacles. Et j'ai fait un peu le calcul. Il y a 3 spectacles durant 1 heure pendant tout le festival. Alors je crois qu'il y a du choix, des moments de très grands coups de cœur que l'on peut avoir, que l'on peut revoir le dimanche si on les a pas vus le samedi. Et puis la musique non plus n'est pas en reste, parce qu'autant il va d'abord y avoir la fête de la musique le 21 juin, autant il y a aussi la musique à la Saint-Paul, avec une scène traditionnellement qui est installée sur la place du marché. Pour le public qui vient de loin, et je l'espère, que ce soit les Sarrois ou les Messins, venez, il y a des places bien spécifiques. Vous venez place du marché, vous avez une scène avec de la musique du matin jusqu'au soir, du samedi jusqu'au dimanche soir. Vous allez place de la République, c'est devant notre zone piétonne, vous aurez des artistes du cirque, vous aurez des artistes qui font de l'interaction avec le jeune public, et vous allez place devant l'hôtel de ville, rue du Maire Massin, vous aurez des portiques, vraiment des choses extraordinaires à voir. Et je crois que la musique, comme vous le dites, le 21 juin et durant la Saint-Paul, va animer également les terrasses des cafetiers et des restaurateurs également. Donc il y aura de la musique plein le cœur de ville de Sarreguemines. Et de quoi ramener tout le monde au centre-ville. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin au centre-ville de Sarreguemines pour la 28e édition de la Saint-Paul. Quelques mots maintenant sur un autre festival qui lui a déjà commencé, le festival franco-allemand des arts de la scène Perspective. Il fait étape à Sarreguemines pour 2 spectacles et il reste des billets, donc profitez-en. Rendez-vous ce soir à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour Franito. Dans le décor d'une cuisine andalouse, Franito réunit l'indescriptible Patrice Thibault, ancien des Chiens, comédien et mime hilarant, et Fran Espinosa, célèbre danseur de flamenco. Alors c'est l'histoire d'une mama espagnole, un brin possessive, et de son fiston, danseur prodige, incapable de rester en place. Le second rendez-vous du festival Perspective à Sarreguemines, mais cette fois au Casino des Faïenceries, c'est le spectacle Cendre. Rendez-vous demain et samedi à 18h les 2 jours. C'est une compagnie franco-norvégienne qui manipule des marionnettes à taille humaine pour vous plonger dans l'ambiance d'un petit village norvégien où sévit un pyromane. C'est inspiré d'un polar et ça donne une expérience visuelle et sonore
unique. On va parler de beach maintenant avec une très bonne nouvelle qui est tombée cette semaine. La Citadelle fait partie des 103 monuments en péril qui sont retenus pour la 2e édition du Loto du patrimoine. Gérard Rimbert, vous l'espériez cette annonce? Vous l'espériez déjà plus tôt? On l'espérait plus tôt puisqu'on avait postulé pour la première édition. On n'a pas été retenu, ce qui me paraissait un peu dommage. Et puis la venue de Stéphane Bern à Beach pour le tournage du film Meurtre en Lorraine m'a permis de lui faire part de mon émotion de ne pas avoir été retenu. Et nous avons redéposé pour la 2e édition, on a postulé. Et voilà, le résultat est là et c'est très bien. Alors, ça fait partie des monuments en péril. Pourquoi? Quels sont les gros travaux nécessaires au niveau de la Citadelle? Mais une vieille dame comme la Citadelle, elle a besoin d'un entretien. C'est le patrimoine local d'abord, mais c'est un patrimoine régional et c'est même un patrimoine national. Ça ne devrait même pas être à la seule ville de Beach de l'entretenir, ni même à la région Lorraine qui participe activement. Je rappelle simplement que nous consacrons à peu près 450 000 € par an à l'entretien de cette citadelle. Ces 450 000 € ont été financés jusqu'à présent par 30% par la région Lorraine. Grand Est, maintenant. Grand Est, oui. Grand Est, pardon. 30% par la DRAC et 30% par le département. Et depuis la loi NOTRe, les subventions départementales n'existent plus, les dotations de l'État étant moindres. Le département a supprimé cette ligne. Et donc, il nous demande de faire des demandes de subventions dans le cadre de ce qui est alloué aux communes. Mais ce qui veut dire que si je demande tous les ans pour la Citadelle, je ne fais aucun autre projet communal. Donc je me refuse à faire ça. Et le reste à charge étant de 40% actuellement, puisque les 30% du département, je les maintiens, 40% c'est beaucoup trop pour notre budget. Donc c'est un appel d'air, un ballon d'oxygène qui est bienvenu. Alors, c'est un appel d'air, mais ceci dit, l'auto du patrimoine, alors c'est très bien aussi pour la médiatisation, pour le regard, la focalisation que ça apporte, parce qu'évidemment, il va y avoir une meilleure visibilité, y compris en dehors du secteur proche. Mais côté financement, venant purement du loto du patrimoine, vous vous attendez à quoi ? Je ne m'attends pas à rien du tout pour l'instant. Je sais seulement qu'il y aura 23 millions à peu près d'enveloppes pour 103 projets. Après, il faut voir la qualité des projets. Je ne peux pas préjuger de l'avenir. N'empêche, c'est un ballon d'oxygène financier. Et comme vous l'avez dit, c'est surtout intéressant sur le plan du focus médiatique. Et voilà, Beach va être encore davantage connu après le film de Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine, tant mieux. Et c'est déjà ça, et vous en avez bien besoin, d'autant que se repose le problème du Saint-Augustin. On va en parler tout à l'heure, mais on va d'abord donner la parole aux internautes. Voici la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Regardez. Les règles du foot ont changé. Sanctions des mains, remplacement plus rapide, carton pour le staff. Depuis le 1er juin, de nouvelles règles ont été mises en place. Qu'en pensez-vous? Étaient-elles nécessaires? Est-ce qu'il en faudrait plus? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'ont répondu nos internautes? Alors Maïko nous a écrit les hors-jeux devraient être sifflés tout de suite comme avant et pas laisser l'action se terminer. Et David lui a répondu qu'il est entièrement d'accord. René nous dit je pense que depuis que le football existe, les règles touchent à tout et sont donc bien faites. La vidéo pour les buts est une bonne chose et c'est beaucoup plus juste de pouvoir revoir la séquence qui a mené au but. Et du côté de notre story, on a également demandé à nos internautes s'ils étaient pour ou contre ces nouvelles règles justement. Et les réponses sont plutôt mitigées puisque 44% des votants sont pour et 56% sont contre. Et en parlant du foot, d'ailleurs, n'oubliez pas de suivre la Coupe du Monde de football féminin. Les Bleus ont encore gagné hier soir face à la Norvège et leur prochain match se jouera lundi contre le Nigeria. Merci Sandrine. Et oui, vive les Bleus. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur le Saint-Augustin. À tout de suite.
Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête au centre-ville de Sarreguemines pour le 28e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. 20 compagnies d'art de rue, plus de 150 artistes, 63 représentations pour 3 jours de festivités placées sous le signe du rire et de l'émotion. Inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30, place du marché. Le samedi 29 juin à 23h, assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo, Rêve et Cauchemar de la compagnie des plasticiens volants. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux 2 roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Windel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Windel, où choisir devient un plaisir. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. J'imagine que tout est OK. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. Agi Fermeture. Focus sur le lycée-collège Saint-Augustin à Bitche. Il aurait eu 300 ans en 2023. Nos 2 invités vont faire le point sur la situation actuelle. Mais faisons d'abord un petit rappel historique. L'établissement a fermé ses portes en 2012 et en 2014, la société Tétis a racheté à l'évêché le collège Saint-Augustin pour 1,1 million d'euros. Au total, 30 000 mètres carrés de bâtiments et 14 hectares de terrain. Une société avec son siège en région parisienne, mais fondée par 3 investisseurs chinois. Quel était exactement leur projet? Je vous propose de revoir le reportage qui avait été réalisé en janvier 2015. La société française à capitaux chinois Tétis est propriétaire du collège-lycée Saint-Augustin de Bitche depuis le 21 octobre dernier. Fermée depuis juin 2012, la société souhaite transformer ses 30 000 m² de bâtiments en 3 types d'institutions éducatives. The first one is the Euro-Sino. La première est un collège-lycée sino-européen qui enseignera en français et en chinois. Which use French and Chinese as the language of institution. And secondly, we want to. Deuxièmement, nous souhaiterions ouvrir une sorte d'université, un centre de formation au management pour de jeunes managers européens et de jeunes managers chinois. Nous voudrions que les élèves puissent communiquer entre eux et apprennent à se connaître pour faire des affaires ensemble dans le futur. Managers from Europe and China. And we make a platform for them to communicate with each other, know each other, and prepare for the business
Et troisièmement, nous souhaiterions que les universités européennes et chinoises travaillent ensemble afin de créer un centre de recherche sur la culture, les relations et la technologie de ces deux pays. Dans un premier temps, l'établissement à Beach devrait accueillir 100 élèves français et chinois et proposer à leurs familles de s'installer au pays de Beach. Ce mouvement n'est pas isolé. En 2014, plus de 31 000 Chinois sont venus se former en France. Nous pensons que Beach est le centre de l'Europe. La ville est proche de l'Allemagne, de la Suisse et d'autres pays européens importants. La société Tétis souhaite ouvrir l'établissement scolaire d'ici 1 à 2 ans en fonction de l'avancée des travaux. Elle souhaite faire travailler des sociétés du BTP du pays de Beach et espère que l'établissement scolaire drainera aussi des opportunités d'emploi pour les Beachlanders. Reste aussi à valider le projet pédagogique auprès des autorités préfectorales et académiques. Alors, les travaux ont effectivement commencé en décembre 2015, mais en avril 2016, le chantier s'est arrêté. Gérard Imbert, en tant que maire de la ville, vous avez été régulièrement en contact avec l'entreprise Tétis. Quels étaient vos rapports et quel était votre degré de confiance? D'abord, je voudrais dire par rapport au reportage qu'on a vu, les gens qui étaient là, c'était la société Tétis France. Donc directement venant de Paris, même si ce sont des Chinois. Et ça n'a rien à voir avec la société Tétis qui a été mise en liquidation judiciaire actuellement, puisque l'acteur principal, M. Chang, qui s'est accaparé Tétis France par après, a coupé des ponts avec ces gens-là, qu'on a vus à l'instant à l'écran. Donc c'était plus les mêmes. Et à partir de là, le degré de confiance, il est resté. La preuve, j'ai ici une lettre de M. Chang de 2015, 2 décembre 2015, qui se propose de racheter l'ensemble du site du 4e cuir à Beach pour en faire une école de médecine chinoise, un centre sino-européen, des tas de choses de genre. Et à partir de là, je commençais à douter un peu. C'était trop gros, trop beau? C'était trop gros. Et déjà qu'il fallait s'occuper du collège Saint-Augustin. Et je leur avais dit qu'avant d'ouvrir ou de faire n'importe quel travaux, il fallait s'occuper du clos couvert, donc la toiture. Ce qu'ils ont fait, et puis le chantier s'est arrêté malheureusement parce qu'ils n'ont pas payé les situations intermédiaires. D'où le tribunal de commerce, ils ont fait appel et c'est l'administrateur judiciaire qui a été nommé. La justice a mis fin en fait à tous les espoirs en prononçant la liquidation donc de la société Tétis. Bernard Lotte, vous en tant que mandataire judiciaire, c'est vous qui êtes chargé de la vente du coup. Quelle est la mise à prix? Combien ça vaut le lycée Saint-Augustin? Alors pour la valorisation des biens immobiliers, j'ai sollicité l'autorisation au juge commissaire dans la procédure de faire une expertise immobilière par le cabinet Galtier à Nancy. Et les personnes étaient sur place cette semaine déjà. Et j'attends un rapport pour la fin du mois. Mais l'idée, c'est de faire une vente globale ou de fractionner par lot? Alors l'idée, c'est avant tout de savoir que ce collège de Beach fait partie du patrimoine local et patrimoine régional. Et autant que la citadelle, peut-être un peu moins. Mais je crois qu'il est très important que nous ayons une synergie dans ce dossier avec Monsieur le maire et moi-même et les autorités judiciaires pour que nous puissions mener à terme un projet qui soit valorisant pour les générations futures et un programme qui pourrait être fait en concertation avec la commune de Beach. Donc je ne voudrais pas me lancer dans une opération simplement une opération immobilière. Donc mais pas du démantèlement par lot. Je voudrais effectivement. Je crois que nous sommes là au cœur de l'Europe. Nous sommes au cœur d'une région magnifique. Je suis très attaché à la région et je pense que nous devrions chercher un projet qui pourrait aboutir sur un projet de style recherche ou domaine médical ou sportif, voire même un genre Center Park pour le développement touristique de Beach. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions monter un projet qui puisse perdurer
et qu'à l'avenir, on puisse dire, voilà, les gens qui sont passés par là ont fait quelque chose de positif. Alors on va en reparler, mais je voudrais donner la parole aussi à un ancien élève, parce qu'il y a des anciens élèves qui se sont mobilisés. Il y a une pétition qui circule, elle réunit plus de 900 signatures, une association pourrait même voir le jour. Valentin Guinel a rencontré Robert Sobczak à Lébar. Il était interne au Saint-Augustin de la 6e à la terminale, donc entre 2004 et 2011. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Saint-Augustin et surtout ma vie quand j'étais très jeune. De Saint-Augustin avec les élèves et les étudiants, les autres étudiants, les professeurs, les éducateurs, c'était une deuxième famille. On a lancé cette pétition pour sauver le bâtiment, sauver les souvenirs, mais surtout pour pas qu'il se dégrade. Quand j'ai vu l'état dehors de la cour où on jouait au foot, où on était juste assis dans l'herbe quand c'était l'été, c'était très difficile. Déjà, sur les photos, c'était une chose, mais quand on y est allé, et j'ai vu ça en vrai, et j'ai vraiment vu les dégâts, ça fait très mal, c'est grave. Sport, il y avait le gymnase, on était toujours assis là quand il faisait beau. Tout ça, c'est la jungle. Est-ce que tu avais cru au projet de l'entreprise chinoise? J'aurais aimé te croire. Vraiment. Mais quand j'ai entendu les plans, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Saint-Augustin, les bâtiments, tout ça, je crois que c'est un patrimoine français, c'est un patrimoine culturel européen, et c'est à nous d'en prendre charge. C'est pas à des Chinois ou d'autres qui viennent de très loin. C'est à nous, c'est notre bâtiment, c'est à nous de s'en charger, et c'est à nous de faire attention de pas qu'il se dégrade, parce que c'est notre histoire qui se dégrade là. Et pour ceux qui oublient leur histoire, il n'y a pas de futur. J'espère surtout que, premièrement, les trous dans les toits soient bouchés, parce que c'est ça le plus grand problème en fait. Que l'eau rentre plus et que ça soit fait. Et après, il faut toujours voir, c'est un très grand bâtiment, je crois c'est 30 000 m². C'est sûr qu'on ne peut pas trouver tout de suite quelque chose, mais je suis sûr qu'on peut trouver une solution peut-être à plusieurs parties, une partie pour une association, une partie pour ci, pour ça. Et là, je crois qu'on peut vraiment faire quelque chose. Gérard Imbert, qu'est-ce que vous ressentez en voyant comme ça un ancien élève se mobiliser et tirer comme ça la sonnette d'alarme? Écoutez, j'étais moi-même ancien élève du collège Saint-Augustin, donc je connais les lieux et j'ai également une antériorité là-bas. Alors actuellement, il faut que, il n'y a qu'à, les réseaux sociaux nous inondent de tas de propositions qui n'en sont pas. Hein, et derrière tout ça, il y a un coût. La dette actuelle est de 480 000 € pour la couverture. Il faut en remettre autant pour terminer. Après, il faut acheter. Donc ça sont les travaux purement au niveau du toit. Purement au niveau du toit. Pour le reste, la mise aux normes, l'électricité, enfin tout ce qui s'ensuit, l'isolation, au bas mot, je pense qu'il y a une fourchette entre 6 et 10 millions de frais, de coûts à injecter, ce qui est énorme, qu'une ville comme Beach ne pourra pas supporter, c'est impossible, une collectivité ne peut pas se charger de ça. Alors je voudrais déjà répondre à tous ces gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, des fois en mal comme en bien, qui se rappellent quand même que c'était un établissement d'enseignement diocésain, que les autorités diocésaines de l'époque ont tout fait pour le fermer. Je crois que le dernier directeur digne de ce nom, c'était M. l'abbé Schaff, qui est un Bichois d'origine, qui a tout fait pour sauvegarder cette institution. Pardon. Et les directeurs qui ont suivi étaient là pour une mort programmée du collège Saint-Augustin. Donc, je veux dire, c'est tellement grand oui, mais c'est tellement facile de dire allez, la commune devrait faire un geste ou la communauté de communes devrait faire un geste. C'est comme quand une entreprise ferme, on fait appel à l'État, c'est pareil, alors que l'entreprise est peut-être à part. Mais là, ce sont des autorités diocésaines qui ont décidé de fermer. Donc, il faudrait d'abord se tourner
vers ceux qui sont à l'origine de ce problème, avant de se tourner vers des collectivités locales. Deuxième chose que je voulais dire, Maître Lotte l'a laissé entendre, une ville ou une communauté de communes ne peut pas préempter sur un achat ou une vente d'un immeuble sans avoir un projet. Or, les projets, vous l'avez entendu, le brave lycéen qui venait d'en parler dit on pourrait peut-être mettre une association ou mettre un artisan par-ci, par-là. Mais avec ça, vous occupez une aile du collège Saint-Augustin. Tout le reste, c'est un gouffre. Actuellement, le dernier directeur, enfin économe qui était là, il disait qu'il fallait mettre 250 000 € par an pour maintenir seulement le hors-gel, là actuellement, en hiver. Donc il faut isoler, il faut injecter bien des moyens pour rendre cet établissement viable. Le diocèse, il pourrait être de nouveau appelé à faire quelque chose au niveau du site. Eux, au niveau du diocèse, ils étaient bien contents de fermer et de réussir à vendre. Il n'y a pas forcément d'espoir de ce côté-là. Je ne pense pas que le diocèse interviendra dans ce projet. Je crois que ce que disait monsieur le maire était fort juste. Je crois que ce n'est pas aux communes ni à la Comcom de présenter un dossier. C'est à le soutenir, oui. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'ai quelques pistes d'éventuels amateurs sur des projets qui pourront être sérieux, que j'ai rencontrés. Pour l'instant, on est au stade de l'analyse. C'est quel type de projet? C'est de l'industriel? C'est du loisir? Parce qu'on parlait tout à l'heure de complexes. Ça peut être de tous ordres. Pour l'instant, je n'ai pas de directive bien précise, mais j'ai rencontré j'ai 3 pistes actuellement de gens qui s'intéressent à la chose. Donc ce qui est déjà bien, c'est que nous avons des personnes qui s'intéressent au projet. Ensuite, la réalisation sera autre chose. Alors, je sais que vous n'avez pas le droit de dévoiler leur identité, mais est-ce que ce sont ces 3 personnes des personnes qui sont plus ou moins du secteur ou pas du tout? Non, c'est des gens c'est des gens du secteur et d'ailleurs. Mais je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est de préserver déjà le bâtiment tel qu'il existe. Et une de mes missions, ça va être de trouver un arrangement avec un couvreur pour essayer de fermer la brèche. Mais je comprends très bien que l'entreprise qui a fait les travaux n'a pas été payée, donc ils ont arrêté du jour au lendemain. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est de remercier l'ancien concierge, qui est M. Moignet, qui était encore là et qui est encore à ma disposition aujourd'hui pour surveiller. Et puis il fait des visites, il fait des tours du bâtiment pour éviter tout squat et toute destruction. Mais justement, parce que comment ça se passe en termes de sécurité? Parce que même si vous avez ce monsieur qui est bien gentil et qui met la main à la pâte, il ne peut pas être là 24 heures sur 24. Non, évidemment que non. Si vous vous retrouvez dans la même situation, parce qu'on l'a vu par exemple sur le site des anciennes faïenceries à Sarreguemines, des jeunes qui viennent et qui se blessent, et parfois très gravement, en termes de responsabilité, en termes de sécurisation du site, qui est responsable? Normalement, j'ai fait une assurance sur le site, dans le domaine professionnel, qui assure donc le site au niveau de la responsabilité. Mais parce que du coup, qui paye? Que ce soit l'assurance, que ce soit les travaux? Ce sera à moi de payer. En qualité de liquidateur judiciaire en tant que représentant légal aujourd'hui de la SCI Tétis. Mais payer avec quels deniers qui viennent d'où? Avec les deniers qui proviendront de la vente ultérieure. D'accord, donc vous avancez et quand c'est vendu, vous commencez par récupérer tout ça. Parce que c'est une situation qui peut durer en plus. Oui, absolument. Mais enfin, on va essayer de faire pour le mieux, pour faire activer le dossier, pour que tout le monde trouve son compte dans ce dossier. Il faut quand même savoir que c'est un bâtiment énorme. Et les destinations futures, il n'y a que le scolaire, l'hospitalier éventuellement, ou alors... La construction d'un nouvel hôpital à Bitche, vous y croyez, vous? Non, je dis, les bâtiments, la configuration, ça s'oriente plutôt vers ce genre de choses. Je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre dans des bâtiments qui avaient une vocation scolaire à l'époque. Donc voilà, si un projet intéressant peut germer, bien sûr, on soutiendra. Quant à la société Tétis, je veux quand même dire, et d'ailleurs vous pouvez encore le vérifier sur leur site internet, ils sont propriétaires de la plus grande université allemande, d'une école de management à Paris, d'une école d'aéronautique à Bordeaux et du
d'un grand centre européen de traitement d'ordures ménagères ultra moderne en Suède ou en Norvège. Et le dernier point, c'était vraiment le collège Saint-Augustin. Mais alors tout ça, ça devient quoi? Eh bien voilà, c'est pour ça qu'on était un peu... La SCI Tétis, donc, qui est actuellement en liquidation judiciaire, n'est pas concernée par ces autres sociétés. Voilà. Elle n'est concernée... En fait, il n'y a que le Saint-Augustin, il n'y a rien d'autre. Voilà. Le siège était dans le ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Alors ceci dit, dans ce que vous venez d'entendre au cours de cette émission, notamment le fait qu'il y aurait en tout cas déjà des gens intéressés, alors après à voir au niveau de la viabilité des projets, mais est-ce que ça vous rassure ou pas? Quels sont vos espoirs pour le site? Il faut garder espoir. Il est vrai qu'il y a des marchands de sommeil qui arrivent et qui vous font des propositions mirobolantes, et donc il faut se méfier, c'est clair. La société de M. Chang à l'époque, la société chinoise avec des capitaux sud-asiatiques qui étaient derrière tout ça, à un moment donné, je pense qu'ils étaient de bonne foi, ils voulaient avancer. Et puis il y a eu la période, il y a 2 ans, où l'État chinois avait dit stop, on n'investit plus à l'étranger, il faut concentrer les capitaux en Chine. Et donc il y a eu un coup d'arrêt à un moment donné. Et on les voyait moins. Et donc on s'est dit, ça va reprendre, ça va durer un peu. Et finalement, voilà, ça ne perdure pas. Et il y a eu une rupture, voilà. On pourrait peut-être rajouter aussi que la décision finale, lorsque nous aurons un projet viable, elle sera soumise au juge commissaire de la procédure. Donc il faut pas vous qui décidez. Je donnerai une option, évidemment. Voilà. Mais il me faut, la décision finale revient au juge commissaire, qui est donc chargé, c'est le tribunal d'instance de Sarreguemines qui est donc concerné par le projet. Voilà. Donc affaire à suivre. Merci en tous les cas, tous les deux, d'être venus témoigner dans cette émission. Merci à vous. Très bonne journée à tous, à bientôt.